Merci d'être avec nous à Strasbourg, au Parlement européen, dans le cœur vibrant de l'Europe, à l'heure où l'Union européenne est sous pression. Trump d'un côté, Poutine de l'autre. Et pour la France, vous, Jordan Bardella, bonsoir. Bonsoir Monsieur Rochebin, merci d'être ici au Parlement européen de Strasbourg. Merci de nous accueillir en tant qu'élu. Vous êtes en tête des sondages au premier tour à la présidentielle. Beaucoup de sujets d'actualité où vous pourrez prendre position. D'abord ce lieu, commençons à entrer, ce lieu solennel avec tous les drapeaux. En arrivant ici, est-ce que vous vous dites la grandeur de l'Europe ou méfiance, c'est un machin supranational? Un peu les deux. On est ici dans la maison de la démocratie européenne. Ici où se joue la vie et l'avenir de 450 millions d'Européens, de plusieurs nations européennes. Et ici, les décisions qui sont prises dans cet hémicycle qui est devant nous à Strasbourg a des conséquences sur la vie des Français. Et moi, je ne cesse de dire à mes compatriotes, l'Europe n'est pas quelque chose d'éloigné. Ce qui se décide à Bruxelles, ce qui se décide à Strasbourg, sur l'agriculture, sur l'automobile, sur l'immigration, sur les normes, a des conséquences dans votre vie quotidienne. Un mot, on a tellement dit que vous étiez un Frexiteur caché, qu'en réalité, vous vouliez... Est-ce que le Frexit, pour vous, c'est enterré pour toujours? D'abord, je n'ai pas pour habitude de dissimuler mes convictions. Bon, on verra. J'espère en tout cas que c'est ce qui ressortira de cet entretien. Moi, je considère que les idées que je porte, que l'Europe des nations, des coopérations entre États, qui a été un petit peu à la racine du projet politique européen, est en train de s'imposer chaque jour davantage et que nous gagnons des batailles à la fois idéologiques, mais aussi sur le plan politique. On en reparlera, donc pas besoin de sortir. Et la changer de l'intérieur, parce que nous avons... nous, Français, une responsabilité double, à la fois à l'égard de nos concitoyens, mais c'est vrai que beaucoup de peuples en Europe attendent aussi ce changement qui viendrait de la France. On n'a pas dit le mot jamais. Le Frexit, jamais. On est le premier contributeur net au budget de l'Union européenne. Vous hésitez à le dire, pourquoi? Non, je ne suis pas pour la sortie de la France de l'Union européenne. Il y a une partie de votre électorat qui continue de le penser, vous savez bien. Je ne crois pas. Je pense que nos électeurs et que les Français nous font confiance. Et moi, je veux leur dire que j'ai un principe: qui paye décide. Nous avons l'une des plus grosses contributions au sein de l'Union européenne, la contribution de la France au budget de l'Union européenne, plus de 10 milliards cash chaque année. Et je ne cesse de rappeler que lorsqu'on est en passe de gagner la partie, on ne quitte pas la table des négociations. Donc, vous voulez prendre le pouvoir de l'intérieur. On va en parler dans un instant. Absolument, avec nos alliés. Des drapeaux, évidemment 27 drapeaux, peut-être 28. Certains parlent de l'adhésion de l'Ukraine très rapide. Certains disent même janvier 2027. J'y suis opposé. Pourquoi? Avec beaucoup de raisons et beaucoup de mesures, parce que d'abord l'adhésion d'un nouvel État à l'Union européenne va coûter un argent considérable. D'après le Financial Times, c'est plus de 180 milliards d'euros pour l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Ça amènera aussi, grand pays, peut-être le plus grand pays, la plus grande surface métropolitaine en termes par rapport à la France. Je ne crois pas que la solution de problème actuel de l'Union européenne soit dans l'élargissement. Je suis opposé à tout nouvel élargissement. Et puis, on est à quelques mètres ici d'une mobilisation d'agriculteurs français qui se battent contre la concurrence déloyale et contre le Mercosur. J'étais il y a quelques heures à leur côté. Et faire entrer l'Ukraine dans l'Union européenne, c'est accentuer cette concurrence déloyale. Et c'est la raison pour vous. Et c'est faire évidemment imploser la politique agricole commune. Donc, aider l'Ukraine, oui, bien sûr. Si demain l'Ukraine est dans l'Union européenne et que l'Ukraine est en guerre, nous aurons un devoir d'assistance à l'égard de l'Ukraine. Il faut que l'Ukraine... Si elle est attaquée une fois dans l'Union européenne, on entre en guerre pour la défendre? C'est ce que prévoient les traités, de la même façon que le prévoient aujourd'hui les règles de l'OTAN. Aujourd'hui, les Baltes aussi qui sont là, si demain les Russes pénètrent en Estonie, est-ce que la France entre en guerre pour les assister? Ce que je peux vous dire, c'est que nous avons à l'égard des pays baltes, aujourd'hui nous assurons la sécurité aérienne de ces pays-là, et si demain je suis à la tête du gouvernement, eh bien la France continuera d'honorer ses partenariats. Vous tirez sur la Russie si les Russes entrent en Estonie? La Russie est une puissance nucléaire, Monsieur Rochebin, donc je serai extrêmement vigilant avec les mots que j'utilise. La Russie est, et je le crois aujourd'hui, une menace multidimensionnelle pour les nations européennes, et c'est une puissance nucléaire. Et je pense que l'urgence aux portes de l'Europe, c'est de négocier la paix et d'offrir à l'Ukraine des garanties de sécurité. Jordan Bardella, entrons ensemble, on continue à progresser dans le Parlement. Et voici cette première étape, cette cour extrêmement impressionnante qui manifeste la puissance de l'Union européenne. 450 millions d'électrices et d'électeurs. Un mot là-dessus, c'est beau ou c'est moche? Premier sentiment? Non, c'est pas très beau. Je n'ai jamais trouvé que cette cour reflétait ce qu'était l'Europe, parce que, au fond, pour moi, avant d'être une machine ou une administration, l'Europe, c'est d'abord et avant tout une identité, une civilisation. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on est regardé avec beaucoup de bienveillance de par le monde. Madame Meloni, je crois, dit capitale de l'Europe, ça pourrait être Rome. Ou Paris.
Vous seriez Paris, capable de proposer ça, en Paris, tout cas, capitale de l'Europe? Moi, je souhaite Au lieu de Bruxelles radicalement changer le fonctionnement des institutions européennes et je souhaite notamment renforcer le rôle du Conseil. Moi, je crois dans l'Europe qui a été l'Europe gaullienne, l'Europe des coopérations entre États. Donc, pardon, on explique bien, plus de pouvoir au Conseil, moins à la Commission, moins Mme von der Leyen ou ses successeurs. Moins de bureaucratie et la Commission européenne qui s'arroge aujourd'hui des compétences qui ne sont pas les siennes. On l'a vu durant la guerre en Ukraine, en cherchant à s'accaparer la compétence diplomatique de l'Union européenne, me semble remettre en cause fondamentalement ce que devrait être l'Europe. Ce qui est terrible, c'est de voir que l'Union européenne passe son temps à créer de la norme et à réglementer des choses aussi dérisoires que le bruit des tondeuses à gazon, pendant que les grands projets du XXIe siècle, comme l'intelligence artificielle par exemple, sont totalement absents des débats que nous avons ici. Parlons-en, et c'est pas dérisoire, c'est un grand tournant pour l'Europe, c'est l'abandon de ce qui était un grand projet fondateur pour l'écologie européenne. On renonce à l'interdiction du diesel et de l'essence pour 2035. Est-ce que ça vous rend heureux? Ce qui me rend dubitatif, c'est de voir la Commission européenne revenir sur l'ensemble des interdictions et du projet idéologique qui a été le sien depuis très longtemps. Donc nous avons, vous l'espériez, mais non seulement je l'espérais, mais nous avons poussé pour, nous avons travaillé pour, et c'est bien la preuve que nous sommes précisément en train de faire bouger les lignes ici à Strasbourg, et grâce à nous, grâce à ce premier groupe d'opposition que je préside au Parlement européen, nous arrivons à enregistrer des victoires idéologiques. Et aujourd'hui, l'Union européenne, qui de manière totalement dogmatique, idéologique, sans aucune étude d'impact, prévoit la mort de l'industrie automobile, qui est un fleuron de notre identité économique à l'horizon 2035, est évidemment un désastre qui a déjà créé la perte de 40 000 emplois. Donc je me réjouis que nous réussissions ici avec nos alliés de faire bouger les lignes. Je pense que l'Europe retrouvera de la prospérité dans la création de richesses. Quel est votre souhait? Par nos entrepreneurs et par nos producteurs. On abandonne complètement l'interdiction des ventes de voitures essence et diesel. D'abord, il y a eu un premier assouplissement qui a été décidé par la Commission européenne par notre pression et par notre travail. Abandon pour toujours l'interdiction. Et en tout cas des normes qui sont aujourd'hui excessives sur l'industrie automobile et qui rendent fous nos chefs d'entreprise. Je vais vous donner un exemple. 25% des ingénieurs de Renault sont des ingénieurs qui sont embauchés par ce grand groupe français pour adapter les réglementations qui sont décidées ici au sein du Parlement européen. Et un deuxième chiffre, 40% des hausses à venir dans l'industrie automobile sont liées aux réglementations et aux normes qui sont décidées ici par le Parlement européen. Donc je me bats contre cela. Et moi, je suis résolument du côté de nos entreprises et de nos industriels en France comme partout en Europe. Et si on veut affronter les grands défis du XXIe siècle, on a besoin de croissance, on a besoin de production. Est-ce que Trump change l'air du temps? Trump, il va beaucoup plus loin que vous. Vous, on vous sent plus soumis, bien ou mal, parfois à l'air du temps. Moi, je suis soumis à personne, monsieur. Je vous pose des questions. Ou alors vous allez me dire à qui est-ce que je vous donne le sentiment d'être soumis. Il y a une arnaque verte. Il dit qu'il y a une arnaque verte. Il considère qu'il y a tout un discours sur l'écologie qui est excessif. Alors lui, il va très très loin. Il dit on balaie tout. Est-ce que vous pensez comme lui? Je pense que l'écologie poussée à outrance et à excès dans sa dimension politique a contaminé ici les esprits et les décisions qui sont prises. Je veux dire, quand on interdit à un fleuron industriel comme l'automobile de produire des véhicules thermiques à l'horizon 2035 sans aucune étude d'impact, on fait de l'idéologie, on ne fait pas du pragmatisme. Regardez, vous reprendriez ces mots pour vous? Je pense que c'est de la décroissance. Voilà, je pense que ce décroissantisme qui s'appuie sur les lubies d'écologistes poussés à l'excès, d'abord fausse l'idée même que je me fais de l'écologie. Je pense que l'écologie est une valeur de droite, que c'est une valeur qui peut s'appuyer sur la raison et le progrès économique, et certainement pas sur la punition. Qu'est-ce qu'il y a d'écologiste en vous? L'amour de ma terre, oui, la volonté. Vous n'avez pas le monopole de l'amour de la terre. Non, mais je vais vous donner un exemple très simple. Aujourd'hui, un tiers de l'empreinte carbone dans l'Union européenne est lié à nos importations. Lorsque je défends la production, lorsque je défends le patriotisme économique et les circuits courts pour permettre aux entreprises qui produisent en France, en Europe, avec de l'emploi français et européen d'être avantagées, eh bien mécaniquement, je réduis l'empreinte carbone. Et puis, je vais vous dire, autre aspect, la question énergétique. Je suis un partisan du nucléaire. Je pense que la France doit redevenir un paradis énergétique. Nous avons, grâce au nucléaire et grâce aux infrastructures qui nous ont été dotées par le général de Gaulle, notamment l'une des énergies les moins chères et les plus décarbonées d'Europe, on doit pouvoir retrouver la maîtrise du prix pour avantager les Français, pour faire baisser les factures et pour avantager les entreprises françaises. Cette décision sur l'automobile, elle est très forte de symbole. Est-ce qu'on est en train de détricoter? Est-ce que c'est un changement de cap? En clair, comme disait Pompidou, est-ce que c'est une façon de dire on arrête d'emmerder, c'était son mot, les gens?
Bon, c'est une humiliation pour la Commission européenne qui, sous notre pression, revient sur tout ce qu'elle a mis en œuvre contre les intérêts de la France et contre les intérêts de l'Europe. Les écologistes vous diront c'est un désastre même de génération. Il se trouve que j'ai une fille de 15 ans, comme beaucoup de filles de cet âge, je dirais, c'est presque un crime contre l'humanité de ne pas être conscient du désastre écologique qui est là. Mais le désastre écologique, il est là. Il ne s'agit pas de la question environnementale, elle est là et il ne s'agit pas de la nier. En même temps, on remet la mesure. Mais non, moi je veux bien qu'on dépende des importations, monsieur Rochebin. Mais à ce moment-là, dans quelques années, on n'aura plus d'emplois en France, on n'aura plus d'industrie en France. Si c'est pas nous, c'est les Chinois. On sera vert, mais on sera tous morts. On continue la visite. Vous êtes là depuis combien d'années ? Eh bien, depuis mes 23 ans, donc depuis 2019. Ah, mais vous êtes un vieux sénateur. Je fais partie des meubles. Allez, on va s'approcher du lieu où on va tourner. Jean-Bernard Bardet, nous voici donc au cœur du Parlement. Pour l'instant, vous restez un opposant, c'est-à-dire la majorité des députés vous regardent comme un opposant. Vous restez un peu sulfureux pour pas mal d'entre eux. Non, je ne suis pas sulfureux du tout, monsieur Rochebin, ça c'est dans la tête. Ah, eux vous regardent, à tort ou à raison. Ça c'est dans les caricatures que font nos adversaires. En revanche, c'est vrai que je préside ici le premier groupe d'opposition, c'est la troisième force du Parlement, mais c'est le premier groupe d'opposition. Et c'est vrai que les équilibres ont bougé, et aujourd'hui, notamment avec le parti de la droite européenne, qu'on appelle ici le PPE, nous arrivons parfois, sur certains sujets, à travailler main dans la main, dans l'intérêt de nos pays. Vous disiez prendre le pouvoir tout à l'heure. Avec qui exactement ? Les Françaises et les Français se représentent quelques-uns. Alors, la géographie du Parlement, c'est compliqué, parce qu'il y a 27 pays, mais enfin, en gros, l'AfD, par exemple. L'AfD allemande, vous n'êtes plus dans le même groupe aujourd'hui. Nous ne sommes pas dans le même groupe que l'AfD. Bon, vous les voyez quoi ? Infréquentables ? Non, l'AfD a pris des positions il y a quelques mois qui n'étaient pas compatibles avec le projet que nous portions pour le pays avec Marine Le Pen. Soyons plus directement. Est-ce qu'ils sont fachos ? Est-ce que l'AfD, c'est des fachos ? Non, mais je n'utilise pas, moi, ce genre de... N'importe quel mot. Est-ce qu'ils sont des extrémistes ? Ils avaient une ligne politique qui ne correspondait pas à ce que nous avions décidé ensemble lorsque nous travaillions ensemble par le passé. Donc, faut être plus direct. C'est des extrémistes ou c'est pas des extrémistes ? Non, mais je jette pas d'anathème comme ça, monsieur Rochebin. J'ai suffisamment. Il y a un moment donné, vous savez bien, quand on sort d'un certain cadre, on devient extrémiste. Non, mais ça marche pas comme ça avec moi. Oui, je jette pas des étiquettes sur les gens extrémistes, fachos, etc. Je n'insulte pas. Ils sont allés jusqu'à imaginer la remigration. C'est la remigration sort de ou la dénaturalisation des gens. Ouais. Oui, et puis il y a surtout eu un certain nombre de prises de position contre des territoires français, notamment dans nos territoires d'outre-mer, de la part de certains élus de l'AfD. Encore une fois, je ne mets pas l'intégralité du mouvement politique allemand en l'occurrence dans cette situation. Alors avec qui ? Parce que souvent, en général, vous dites oui, on va avoir des majorités, et quand on entre dans le particulier, ça se gâte un peu, parce que vous n'avez pas très envie de vous afficher. Alors avec l'AfD, on a compris que c'est fini. Avec qui d'autre ? Non mais monsieur Rochebin, nouvelle majorité sera avec qui ? Il y a ici 3 grands groupes qui sont des groupes patriotes ou des groupes de droite. Le PPE, qui parfois a regardé vers la gauche et qui de plus en plus se mettent à regarder vers l'opposition que je représente. Et il y a les conservateurs. Il y a un début d'union des droites ici. Et il y a les conservateurs. Le groupe des conservateurs italiens, dans lequel siègent notamment les eurodéputés de Giorgia Meloni. Et il est arrivé à plusieurs reprises, notamment il y a encore quelques jours, sur un texte de simplification pour alléger les normes du Green Deal qui pesait sur les entreprises françaises. Nous nous sommes alliés, nous avons travaillé ensemble pour supprimer ces normes. Donc il y a des majorités qui existent, qui sont possibles ici au Parlement européen. Et c'est vrai qu'on travaille peut-être avec un petit peu plus de souplesse qu'à l'Assemblée nationale. Orban, dans cette même émission, nous disait « Quand le RN arrive au pouvoir, j'ouvre un magnum de champagne ». Est-ce que vous ferez pareil s'il est réélu, s'il regagne les élections là-dedans ? Je lui souhaite de gagner les élections. Naturellement, Viktor Orban tient tête depuis un certain nombre d'années à la Commission européenne, notamment sur la question de l'immigration. Parce que la Commission européenne, qui a tendance à s'ingérer dans la vie des États, considère comme des adversaires les États membres qui refusent notamment d'accueillir des migrants depuis 2015. Il faut bien comprendre qu'ici, l'Union européenne fait de l'idéologie et fait de la politique. L'Union européenne considère par exemple que l'immigration n'est pas un problème, qu'elle est un projet. Moi, je la considère comme un problème et nous sommes de plus en plus nombreux en Europe à considérer cela. Si on ramasse, Meloni, Orban sont des alliés, qui d'autre ? Pour l'instant, vous êtes prêt à former une forme de nouvelle majorité européenne ? Avec ceux qui partageront les orientations que nous donnerons au pays. Je vous donne un exemple sur l'immigration. On voit que la France devient une exception en Europe. Regardez partout autour de nous, même des gouvernements conservateurs. L'Allemagne a rétabli des contrôles aux frontières pour se protéger de l'immigration clandestine. L'Autriche a suspendu le regroupement familial. On voit que des gouvernements, y compris qui ne sont pas de notre famille politique, prennent conscience du danger migratoire. Alors je travaillerai avec eux. Parlons-en plus en détail. On va s'asseoir. Je vous en prie. Merci à vous. Merci.
Vous commenciez le sujet, l'immigration évidemment et le changement. Là encore, l'Europe est en train de changer de manière assez étonnante et on voit parfois les majoritaires qui sont en train même de vous dépasser sur votre droite, les Danois socialistes. Je crois que vous êtes allé là-bas. Absolument, j'ai rencontré le ministre de l'immigration et c'est vrai que le Danemark fait figure d'exception pour la gauche en Europe puisque c'est un gouvernement qui a compris l'inquiétude des classes populaires et qui prend des mesures extrêmement dures sur l'immigration. Peut-être d'ailleurs est un gouvernement qui aujourd'hui est un gouvernement de gauche et qui a parmi les mesures les plus restrictives sur l'immigration parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens de gauche qui ont voté pour le Parti socialiste ou pour une gauche plus radicale toute leur vie qui ne souhaitent pas alimenter les tensions communautaristes et qui sont extrêmement soucieux de l'équilibre des comptes publics et donc qui par définition sont extrêmement réservés à l'égard de l'immigration. Et peut-être que en France, les idées que je porte rayonnent aussi pour ces personnes qui viennent de la gauche. Ces pays de l'Union européenne proposent par exemple des hubs hors Union européenne, donc des centres pour le renvoi des migrants, donc ils sont en dehors de l'Union européenne. C'était tabou jusqu'à présent. Alors, le tabou est tombé pour eux. Ah, pour vous non, mais la France reste sceptique. Le pouvoir en France reste sceptique. Est-ce que vous êtes pour ces hubs ? Oui, j'y suis favorable. Et je suis même favorable à ce que aucune demande d'asile ne puisse être traitée sur le sol national. Je suis extrêmement attaché au droit d'asile. Mais je considère que le droit d'asile doit rester une exception et qu'il ne peut pas devenir une filière d'immigration à part entière. Je parle vraiment de ces centres de renvoi. Rappelez-vous, quand Mme Meloni l'a tenté, il y a eu beaucoup de cris en disant c'est pas très humain, là on tombe dans quelque chose d'autre, d'emmener dans on sait où, en dehors de l'Union européenne, un centre où on va masser des gens sans toujours savoir combien de temps ils resteront. Ce que les Américains font. Vous êtes d'où l'intérêt de dresser une liste de pays sûrs, et c'est ce à quoi nous travaillons ici avec mon groupe, autour notamment de Fabrice Leggeri, qui est l'ancien directeur de Frontex, l'agence de garde-frontière européenne, qui est un grand préfet français et qui travaille aujourd'hui à nos côtés pour régler cette question si essentielle de l'immigration, qui est au cœur des inquiétudes de nos compatriotes, mais aussi partout en Europe. Et si demain les Français nous accordent leur confiance, nous déclencherons dès notre arrivée au pouvoir un référendum sur la question de l'immigration et nous intégrerons notamment à ce bouclier juridique, politique, administratif, le traitement de l'asile dans les ambassades et consulats des pays de départ, parce qu'on se rend compte aujourd'hui que les gens viennent sur le sol français, ils font une demande d'asile, dans 2 tiers des cas, ils ne répondent pas aux critères de l'asile et ils restent sur le sol de la République française, bien souvent à la charge de ceux qui travaillent. Vous n'avez pas répondu sur ces centres. Encore une fois, c'est un peu différent que l'accueil. Je vous ai répondu, j'y suis favorable. Vous, au pouvoir, donc ça veut dire qu'il pourrait y avoir un centre de rétention des migrants en attente d'être renvoyés. On sait que ça peut durer très longtemps. Alors, les Américains le font, encore une fois, Trump l'assume absolument. En dehors des frontières de la France et de l'Union européenne, vous le ferez ? Oui, bien sûr. Nous utiliserons ce que j'ai appelé pendant la campagne européenne la double frontière. Je souhaite poser des frontières à l'Europe et c'est la mission de Frontex et ça peut être évidemment la mission de CEOP sur lesquelles nous travaillons avec des alliés de circonstance sur ce texte en commission, mais également de rétablir des frontières à la France parce que la France c'est une maison et si on supprime à une maison ses portes et ses fenêtres, alors tout le monde peut y entrer. Or je ne souhaite pas que la France continue de devenir un pays d'accueil pour une immigration massive qui vient dans notre pays, qui peut bénéficier de prestations sociales alors que nous avons des millions de Français qui n'arrivent plus à joindre les deux bouts et que les grands équilibres de notre société à cause de cette politique d'immigration sont aujourd'hui déstabilisés et je dirais même hors de contrôle. Certains contrôles aux frontières sont rétablis, on le voit entre les Polonais et les Allemands. En théorie c'est provisoire, c'est exceptionnel et on voit bien que c'est en train de s'installer. En réalité, est-ce que vous le souhaitez partout ? Mais Monsieur Rochebin, je souris parce que ça fait des années qu'on appelle la France et en réalité tous les pays européens à reprendre le contrôle sur l'immigration et à reprendre la maîtrise des frontières. Or, on voit que tous les pays européens sont en train de prendre conscience du danger que représente l'immigration de masse pour notre identité, notre culture, notre sécurité et nos comptes publics. Et moi, je vois des pays autour de nous, y compris, vous citiez l'Allemagne. L'Allemagne a fait partie de ces pays en 2015, sous la responsabilité de Madame Merkel, ont décidé d'ouvrir les bras, d'ouvrir grand les vannes migratoires, notamment en provenance d'Afrique, du Moyen-Orient et en l'occurrence à l'époque de la Syrie. Donc moi je plaide pour que la France retrouve la maîtrise de ses frontières et précisément, vous citiez les frontières entre la Pologne et l'Allemagne, le code Schengen prévoit déjà la possibilité de reprendre le contrôle des frontières. Mais il faut bien que vous compreniez, Monsieur Rochebin. Est-ce que je pense que nous sommes dans des circonstances exceptionnelles. Schengen et Dublin, rediscuter les accords. Oui, et je vais vous répondre, mais il faut bien comprendre qu'Emmanuel Macron considère l'immigration comme un projet. Pour Monsieur Macron, qui a battu
tous les records d'immigration, y compris quand M. Retailleau, la droite, était ministre de l'Intérieur, ne considère pas le phénomène comme un défi négatif pour nos sociétés, mais comme un projet politique. Il n'est pas seul, M. Mélenchon avec lui. Vous avez raison. Francs, tous ceux qui considèrent, à tort ou à raison, que vu qu'il n'y a plus une natalité, une fécondité suffisante, et on l'a vu, hein, là, ces derniers jours, les courbes qui se sont croisées entre les morts et les naissances, si on veut remplacer ça pour payer les retraites, pour travailler, etc., à un moment donné, c'est ça. Il le pense. Et comme vous le dites, Jean-Luc Mélenchon, en tout cas, l'assume entièrement. Oui, Jean-Luc Mélenchon est un macroniste impatient qui partage très certainement le même projet de déconstruction de notre pays dans son économie, dans son système social, dans son identité que M. Macron, à la différence près, et qu'il l'assume, et que M. Mélenchon le fait pour un intérêt électoraliste. Est-ce que vous lui reconnaissez qu'au moins lui a un projet clair? Quand il dit créolisation, c'est un modèle et il l'assume très bien, alors que chez vous, parfois, c'est moins clair. Si la population se réduit, un grand pays comme la France, vous le disiez tout à l'heure en entrant dans ce bâtiment, si la France pèse tellement, c'est aussi la logique simplement démographique. Est-ce que vous êtes pour qu'elle se réduise, comme le Japon, qui assume de dire on n'accueille plus, mais on vieillit? Je souhaite que l'État considère la natalité comme un défi économique, social et civilisationnel majeur. Et si demain nous sommes à la tête du gouvernement et à la tête du pays, nous mettrons en place une politique fiscale qui favorise les familles. Je pense que les mesures qui ont été mises en place, notamment sur l'universalité des allocations familiales, et sur la révision du quotient par M. Hollande... Vous savez très bien que c'est pas ça qui change les choses. Je pense que... Le paradoxe, c'est que ce sont souvent les sociétés davantage pauvres, conservatrice, où il y a plus d'enfants. On peut s'en réjouir ou le déplorer, c'est un peu comme ça que ça se passe. Oui, c'est pas la prospérité qui amène les gens à faire plus d'enfants. Oui, je considère que les travailleurs de 2045 ou de 2055, il nous faut mettre en place le cadre, notamment fiscal, le cadre social, le cadre économique, pour que ceux qui ont envie de faire des enfants puissent le faire sans avoir l'inquiétude du lendemain. Je pense qu'il y a une frilosité générale dans notre pays à l'égard de l'avenir, parce que nos compatriotes, au regard de la situation du pays, au regard de l'insécurité qui se multiplie, au regard des difficultés économiques, ont le sentiment que leurs enfants et leurs petits-enfants vivront moins bien qu'eux. Or, moi, j'ai envie précisément de renouer avec cet optimisme français, de rappeler que nous avons l'un des plus beaux pays du monde, et que si demain nous avons à la tête du pays des gens qui aiment, respectent et considèrent les Français, considèrent son histoire, son destin, sa géographie, sa géopolitique, son avenir, ces entrepreneurs qui osent, qui créent de la richesse et qui sont l'avant-garde de la souveraineté de demain, eh bien la France est encore capable de grandes choses au XXIe siècle. Jordan Bardella, le rétablissement du contrôle réel du territoire, ça passe par le contrôle du trafic de drogue et la lutte contre ce trafic, la lutte contre les mafias qui sont en train d'être développées. Éric Ciotti, votre allié, sur notre antenne, hier il proposait d'alourdir les peines des consommateurs. Le président de la République dit, je crois, d'aller à 500 €. Lui disait 1000 €. Vous consommez un joint, 1000 € d'amende. Est-ce que vous êtes pour? J'y suis favorable. Le trafic de drogue est l'un des grands défis qui se posent aujourd'hui à nos services judiciaires et à nos services de police. Il faut mener une guerre implacable à l'égard de tous ceux qui organisent le trafic de drogue, de ceux qui en font commerce, au prix de beaucoup de sang dans les rues de France, dans les quartiers français, mais aussi de ceux qui se prêtent à la consommation. Donc je suis non seulement favorable à ce que nous renforcions, et nous le ferons demain dans le cadre du choc d'autorité, du rétablissement de l'ordre que je souhaite porter avec Marine Le Pen, mais nous mettrons également en place une politique pénale qui soit ferme, dissuasive, qui puisse nous permettre d'augmenter nos places de prison pour accueillir les délinquants et les criminels qui pourrissent, je le dis véritablement, la vie des Français. Nous expulserons les délinquants et criminels étrangers, nous reprendrons la maîtrise des frontières, et puis nous mettrons fin aux remises automatiques de peine, et nous mettrons en place des peines minimales. Il existe des peines maximales dans le droit français, il doit exister des peines minimales, autrement dit des peines planchées. Alors il y a les grands mafieux, mais encore une fois sur les consommateurs purs, est-ce que vous assumez le côté un joint, 1000 € d'amende? Oui, bien sûr. Mais vous voyez, je suis très à l'aise avec ça. Je n'ai jamais touché une cigarette de ma vie, et j'ai encore moins touché un joint. Donc pas un seul joint. Jamais. Vous ne trouverez rien. Mais alors vraiment rien de rien. Et je n'ai jamais touché une cigarette. C'est Clinton qui avait inauguré la question avec. Je crois qu'il avait avoué absolument, une fois. Absolument. Donc je suis très à l'aise avec ce sujet, et je considère que l'addiction aux produits stupéfiants, aux joints, à la drogue de manière plus générale, a des conséquences cataclysmiques pour la santé, et notamment pour la santé de nos jeunes. Votre allié, M. Ciotti, va même plus loin. Il dit qu'il faut un processus de honte, c'est-à-dire non seulement il faudrait une amende de 1000 € pour le moindre joint, mais il faut aussi donner la liste, publier la liste des sanctionnés.
Oui, je ne sais pas s'il faut publier la liste des sanctionnés, mais en tout cas, c'est une proposition de nos alliés de l'UDR, d'Éric Ciotti. J'en parlerai naturellement avec lui. Je ne savais pas d'ailleurs qu'il avait fait cette proposition, mais je pense qu'il ne faut pas fermer les yeux sur les têtes de réseau. Voilà, le trafic de drogue, il prospère parce qu'il y a dans notre pays 5000 chefs de gang qui sont identifiés par les services de renseignement, qu'il faut neutraliser avec la plus grande fermeté pénale et politique qui soit, et notamment sur le modèle des dispositifs anti-mafia qui ont été mis en place par l'Italie. Nous devons nous en inspirer pour faire en sorte que la France, qui est aujourd'hui, et c'est mon projet, le pays le plus laxiste d'Europe, devienne le pays le plus sévère d'Europe à l'égard de la délinquance et de la criminalité. Quand Trump bombarde et tue, vous savez, vous avez vu la grande polémique qu'il y a aux États-Unis parce qu'on est à la limite du droit et beaucoup disent en dehors du droit même, c'est-à-dire on repère un navire de trafiquants dans les Caraïbes et l'armée américaine les bombarde et les tue. Oui, c'est une méthode, je dirais, de dissuasion. Moi, je suis pour la bravo politique. Dans un cas pareil. Nous avons, vous savez qu'on est un État de droit qui parfois, les États-Unis aussi a priori. Oui, mais qui parfois nous sclérose, notamment face à la délinquance et la criminalité. Donc moi, je souhaite changer le droit et je souhaite effectivement que à la fois les gardes frontières, mais aussi Frontex, dans une mission de protection des frontières plus large face à l'immigration clandestine, mais aussi face au trafic en drogue et au trafic en tout genre, puissent effectivement mettre en place des actions dissuasives et notamment des actions de pushback qui consistent à repousser par la force s'il le faut, si encore une fois les trafiquants en face sont armés, ceux qui tentent au mépris de notre droit et de nos frontières de les traverser. Il faut toujours penser contre soi-même. Quand Louis Sarkozy dit au contraire, il n'est pas le seul, la dépénalisation des drogues, y compris les plus dures, résoudrait, qu'est-ce que vous répondez à ça? On peut peut-être prendre sa carte à la France Insoumise, parce que c'est proposition de l'extrême gauche, ça. Vous voyez, si demain vous légalisez les drogues, qui non seulement auraient des conséquences cataclysmiques pour la santé mentale de nos jeunes, eh bien les trafiquants de drogue aujourd'hui trouveront autre chose pour générer de l'argent dans ce qui est aujourd'hui une économie parallèle dans notre pays. Moi, vous savez, j'ai grandi en Seine-Saint-Denis, vous le savez, j'ai grandi dans une cité HLM qui est aux mains du trafic de drogue, aux mains des trafiquants de drogue. Et je peux vous dire qu'il n'y a absolument aucun cadeau à faire à ces gens-là. Et les premières victimes de ce laxisme d'État généralisé, de cette culture de l'excuse, ce sont les personnes, les travailleurs, les Françaises et les Français qui habitent dans ces cités modestes. On parlait de Trump à l'instant. Il a publié son document sur la sécurité nationale où il parle de ceux qu'il appelle les patriotes européens. Alors je ne sais pas comment vous les désignez d'ailleurs. On dit extrême droite, on dit nationaliste, on dit... Vous dites extrême droite. Moi je dis nationaliste. Ne dites pas parce que le terme le plus général. Vous m'incluez dedans. Je Alors suis non, je vous pose la question. Quel nom vous utilisez-vous? Moi je suis un patriote français et j'appelle patriote tous ceux qui refusent de voir leur pays mourir. Or il y a des millions de Français qui sont extrêmement attachés à la France, à ce qu'elle a été, et qui refusent de la voir disparaître, notamment dans le fédéralisme européen. Patriote, c'est le mot qu'utilise d'ailleurs Donald Trump. Il vous tend la main en quelque sorte. Il dit « Je veux des champions de mes idées dans chaque grande région d'Europe ». Alors, il pense forcément à Madame Meloni et il pense forcément à vous. Qu'est-ce que vous lui répondez? Que nous sommes Français. Et que lorsqu'on est français, on est un pont entre l'Est et l'Ouest, mais on est surtout attaché à l'indépendance et à l'autonomie de notre pays. Moi, je ne perçois pas le destin de la France dans la servitude à l'égard d'un État, quel qu'il soit. Et c'est vrai qu'on a un peu trop tendance à se voir plus petit qu'on ne l'est réellement. Il y a deux choses intéressantes dans cette stratégie qui a été proposée par les Américains. D'abord, il y a un constat du président Trump que je respecte pour sa capacité à défendre les intérêts américains, qui est celui de l'effacement civilisationnel de l'Europe. Ce constat que demain l'Europe pourrait ne plus être l'Europe, il est partagé par des millions de Français, notamment sous le poids du communautarisme, de l'islamisme et d'une politique migratoire hors de contrôle. Est-ce que ça montre pour vous qu'il aime l'Europe? Est-ce que ça montre pour vous que, contrairement à ce qu'on dit parfois, il aime l'Europe, ou cette Europe-là en tout cas? J'ai la naïveté de croire et de penser, mais ça c'est mon côté un peu chauvin, Monsieur Rochebain, que la France et l'Europe sont capables de parler à tous les cœurs et à toutes les consciences du monde. Vous savez, Michelet disait « La France est une personne ». Et je crois que la France est une personne avec son histoire, avec ses sentiments, avec sa beauté et son élégance. Et parce que nous sommes la France, parce que nous sommes une civilisation qui n'a eu de cesse d'étonner le monde, eh bien, à l'extérieur de nos frontières, très loin du territoire français, eh bien, je pense que
qu'il y a beaucoup de gens qui sont extrêmement malheureux de voir cette civilisation millénaire sombrer aujourd'hui, se renier, nier son histoire, ses valeurs, son identité, ses coutumes. Or, moi je pense que pour savoir où on va, il faut savoir qui on est. Et si demain, on veut remettre le pays sur le chemin de la prospérité, eh bien il faut qu'on soit capable non pas de nier notre existence, non pas de déboulonner nos statuts, mais d'assumer qui nous sommes. Nous sommes le peuple français, nous appartenons à une civilisation européenne qui a été forgée par 2000 ans d'histoire chrétienne. Et je pense que ceux qui cherchent à nier aujourd'hui cette existence, eh bien, créent les conditions d'un affaissement culturel, politique et civilisationnel de l'Europe. La France, le Royaume-Uni ont été des très grandes puissances coloniales. J'étais frappé de voir combien ce débat revient dans l'histoire. Dans notre émission, il y a quelques jours, Jean-Michel Apathy demandait à Édouard Philippe est-ce que la colonisation était un crime ? Monsieur Apathy voulait même, je crois, raser le château de Versailles. Donc, vous voyez, Monsieur Apathy, il me fait penser à ce concept qui est défendu par Alain Finkielkraut dans l'identité malheureuse, dans lequel il parle de l'oïkophobie, la haine de la maison mère. Et Monsieur Apathy est précisément de ce concept qui consiste à nier ce qu'on est soi-même. Je pose une question de fond. Est-ce qu'une puissance peut rester immobile ? Le grand rêve européen, il est incarné ici. C'est au fond d'être immobile. On veut gagner des parts de marché économiques, mais on ne veut plus coloniser personne. Les Chinois, eux, ont gardé l'énergie, l'agressivité colonisante. Peut-être ça se jouera à Taïwan. Les Américains l'ont. Beaucoup de puissances l'ont. Les empires l'ont. La Russie là. L'Europe rêve de ne plus l'avoir. Est-ce que c'est possible, ça ? La France, entre guillemets, gentil. La France doit renouer avec son instinct de puissance. La France n'est elle-même que dans la puissance, la grandeur et l'indépendance. Et je vais vous dire, Monsieur Rochebin, dans le monde qui vient, dans le monde plein de troubles qui nous entourent, les naïfs et les gentils disparaîtront parce qu'ils seront mangés par les forts. Est-ce que ça voudra dire être plus agressif ? Pardon, je vous donne un exemple parce que je trouve qu'il est très concret. En Afrique, souvent, ces derniers temps, la France a reculé parce que, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, elle dit c'est du colonialisme. Quand il y a un coup d'État, quand il y a un coup d'État, on s'en mêle plus. Voilà. Elle l'a beaucoup fait. De Gaulle l'a fait, Pompidou, etc. Giscard l'a fait encore, Chirac l'a fait parfois. Maintenant, on dit on arrête. Vous, président, est-ce que vous reprendriez ça ? C'est une politique un peu plus agressive où on dit, même si on n'est pas chez soi, la France n'est pas chez elle en Afrique, mais elle se mêle des affaires. Monsieur Rochebin, si la France n'est plus elle-même de par le monde, et notamment sur un continent sur lequel les liens historiques et culturels sont très forts. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les peuples d'Afrique, j'ai beaucoup de respect pour les États africains, mais si demain nous sommes à la tête du pays, nous discuterons avec eux d'égal à égal. Oui, non ça, pas dans des logiques... Ça, tout le monde est d'accord. Non, pas dans des logiques d'accompagner un développement, mais dans des logiques d'investissement, de partenariat stratégique. Oui, vous savez, je pense qu'entre l'Est et l'Ouest... Pardon, ça vous savez très bien, là, tout le monde dans ce Parlement signerait des demain ce que vous venez de dire. Non, on ne parle pas de ça. Pas tout le monde. On parle de ce qu'on fait la France, ce que la France a fait longtemps, où elle intervenait. C'est autre chose. Pas tout le monde. Emmanuel Macron a éteint la voix de la France. Et il s'est fâché avec beaucoup de chefs d'État africains, réussissant, pardon, Monsieur Rochebin, le luxe de nous fâcher et avec l'Algérie et avec le Maroc. Il fallait quand même le faire. Donc, notre voix est en train de s'éteindre partout dans le monde. Et je vais vous raconter une anecdote. Il y a quelques mois, j'ai été reçu par le gouvernement des Émirats Arabes Unis au début du mois de juin. Les Émirats Arabes Unis sont un très grand pays qui regarde la France avec du respect, avec de la déférence pour ce que nous sommes et pour ce que nous avons incarné par le passé. Et d'ailleurs, le président Chirac était, je crois, l'un des seuls dirigeants occidentaux présents à l'enterrement de Cheikh Zayed, qui est le père de la nation. Donc il y a des liens très forts avec notre pays. Ils disent quoi, les Émirats Arabes Unis ? Ils disent, n'oubliez pas que vous êtes la France. Et il y a un ministre qui m'a dit, le problème avec vous aujourd'hui, avec vous Français, c'est que vous avez l'un des plus grands pays du monde, mais vous manquez d'appétit. Or, moi, j'ai envie que la France renoue avec cet appétit. Et j'ai envie que la France renoue avec une voie diplomatique autonome, libre, indépendante. C'est la raison pour laquelle, si demain je suis Premier ministre, je rétablirai dès mon arrivée à Matignon le corps diplomatique qui a été supprimé par le président de la République dans sa volonté de déconstruire tout ce qui fait les fondements de l'État français et de la République française. Et donc je souhaite que la France puisse rétablir une relation d'égal à égal, parler être ce pont entre l'Est et l'Ouest, mais aussi être capable de regarder vers le Sud global, parce que si on veut demain résoudre le défi migratoire, alors il nous faudra discuter avec un certain nombre de pays africains, et c'est précisément dans cet état d'esprit constructif que je m'inscrirai si demain les Français nous accordent leur confiance. Jordan Bardella, je vous ai posé la question, Trump, pour vous c'est une bonne surprise, objectivement?
L'élection de Trump ? La présence de Trump. Les progressistes ont été tellement ravis, avec raison, que Obama soit là, les anticommunistes, que Reagan soit là. Pour vous, nationalistes, français, européens, l'arrivée de Trump, c'est une bonne surprise. Ce qui m'a fait plaisir, c'est de voir le visage et la mine déconfite des observateurs et des journalistes de gauche. Ça, c'est vrai que je n'ai pas boudé mon plaisir. Mais Donald Trump, il défend les intérêts de l'Amérique. Oui, ça, le problème, monsieur Rochebin... une influence des idées. On a l'impression que ça vous gêne un peu, pardon. Vous savez très j'ai bien... l'air gêné, monsieur Rochebin ? Non, pas là, mais merci. Vous savez très bien comme moi qu'on vous cherche là-dessus, sur le thème... Est-ce que vous allez être les caniches des Américains ? Il y a toujours en Europe des caniches des Européens, toujours. Qui est caniche des Américains aujourd'hui, monsieur Rochebin ? Je vous pose la question. Qui est allé signer cet été, au mois d'août, dans le bureau ovale pendant que M. Trump terminait sa partie de golf, un accord économique qui est un accord de servitude, qui prévoit l'achat sans contrepartie de 650 milliards de dollars de matériel d'investissement américain, de 750 milliards d'énergie américaine. Vous auriez été plus dur ? Qui est allé ? Qu'est-ce que vous auriez fait de plus ? Mais moi j'aurais défendu les intérêts, comme le font un certain nombre de pays. Qu'est-ce que vous auriez fait ? Pourquoi, monsieur Rochebin ? Des pays Attendez, la critique est facile. Non, attendez. Vous avez raison, ils se sont couchés. Attendez, vous avez raison. Constat, donc ce n'est pas moi qui me couche, c'est la présidente de la Commission européenne. Et vous avez raison. Et en plus, on se prend des droits de douane de 15% avec un dollar déprécié de 12%. Donc, admettons, elle a été nulle. Mais vous, qu'est-ce que vous auriez fait de plus ? L'état de déséquilibre entre la France et les États-Unis, il est aujourd'hui même au moment où on se parle. Deuxièmement, je vous rappelle que l'essentiel, 80% des augmentations de budget qui ont été décidées après le déclenchement de la guerre pour soutenir l'Ukraine dans les pays membres ont été déployées au profit d'entreprises extra-européennes et notamment d'entreprises américaines. Et c'est la raison pour laquelle moi je défends la préférence européenne dans les marchés publics et notamment dans les achats d'armement. Vous êtes très doué pour 20. Non, je vais répondre à votre question. Un exemple simplement de ce que vous auriez fait en plus que Mme von der Leyen pour dire allez, on est fort face à Trump, on se laisse pas avoir. Vous connaissez bien la Suisse, monsieur Rochebin. Oui. Pourquoi est-ce que la Suisse ils sont allés faire des cadeaux, c'est autre chose. Et certains grands capitaines d'industrie. Pourquoi est-ce que la Suisse a réussi à diminuer ses droits de douane de 30% à 15% avec les États-Unis ? Pourquoi est-ce que l'Angleterre, ils sont partis de très haut. Pourquoi est-ce que l'Angleterre, est-ce que le Canada réussissent à obtenir de bien meilleurs accords économiques que la France et que l'Europe ? Parce qu'ils sont meilleurs, parce qu'ils ont conscience d'eux-mêmes, parce qu'ils ne conçoivent pas l'avenir de leur peuple dans la servitude et dans la soumission. Donc, vous voyez, les grands dirigeants de ce monde, que seront par exemple demain et que sont aujourd'hui le président Trump, qui est le président, qu'on le veuille ou non, de la première puissance économique mondiale, il faut les regarder dans les yeux et pas regarder leurs chaussures. Or, précisément, regarder leurs chaussures et vivre à genoux devant les grands de ce monde, c'est précisément ce qu'a fait Emmanuel Macron et ce qu'a fait la présidente de la Commission européenne depuis 2019. Jordan Bardella, parlons de vous plus précisément. Il y a un phénomène Bardella, c'est incontestable, qu'on vous aime, qu'on ne vous aime pas. 2025 aura été le moment... peut-être que vous montrez encore dans les sondages, les livres. Combien vous avez vendu votre livre là à ce stade ? J'en ai vendu 80 000 en un mois. Donc c'est plus que Nicolas Sarkozy ? Nicolas Sarkozy a un petit peu plus d'expérience littéraire, parce que je crois qu'il a dû écrire une dizaine de livres. Ouais, vous êtes en concurrence ? Non, je ne suis pas en concurrence. Non, je plaisante. Et je me réjouis qu'il y ait aussi un rééquilibrage dans le monde culturel. Et c'est vrai que quand on voit aujourd'hui les livres qui se vendent bien, eh bien c'est vrai qu'il y a celui du président Sarkozy, il y a le mien, il y a celui de Philippe de Villiers, il y a celui d'Éric Zemmour. Comme quoi le monopole de la bataille culturelle n'appartient plus à la gauche. Jordan Bardella, ces sondages, vous savez, sont en trompe-l'œil. C'est des sondages de premier tour. Je me méfie des sondages, monsieur Rochebin. Et vous avez bien raison. Et on se méfie tous. Au second tour, que se passerait-il ? Qu'est-ce qui, cette fois, ferait que ce qui s'est passé en 2002, en 2017, en 2022, aux législatives de 2024, à chaque fois le RN est haut, parfois très très haut, mais il y a ce plafond qui fait qu'une partie des gens se disent c'est pas convenable. En une phrase, qu'est-ce qui fait que aujourd'hui ce serait différent que toutes les fois précédentes ? Qu'est-ce qui aurait changé ? D'abord, les sondages qui sont faits aujourd'hui sur le second tour nous donnent gagnant. Quel que soit le cas de figure, au second tour de l'élection présidentielle, si elle avait lieu dimanche. Qui est prenable d'après vous ? En 2012, Édouard Philippe est prenable ? Monsieur Vous pouvez Rochebin, battre Édouard Philippe ? En 2012, on faisait 17%. Ouais. 2017, 5 ans après, on a fait 34%. En 2022, 42%. Et aujourd'hui, nous sommes donnés gagnants après une victoire avec un score inédit aux élections européennes et le premier groupe de députés à l'Assemblée nationale. Donc, je me bats pour convaincre les Français. Je veux juste dire aux gens qui nous regardent ce soir, notre pire adversaire, c'est le temps. Voilà, nous pouvons encore aujourd'hui changer le destin de la France et changer le quotidien des Français. Peut-être que dans 5 ans ou dans 10 ans, on ne le pourra plus. Donc, l'élection présidentielle qui viendra est un choix de civilisation. Et
Je dis aux Français, ce que vous vivez, c'est la conséquence de choix politiques. On peut encore changer votre quotidien. Si on change les choix politiques, alors naturellement, votre quotidien peut changer. Est-ce que le nom Le Pen est davantage pénalisé que le nom Bardella? Vous m'avez posé cette question Tout le monde à peu vous la près pose. 10 fois, monsieur Rochebin. Et donc, naturellement, vous savez combien ça évolue? Et donc, il y a des gens qui se répètent, d'autres qui se contredisent. Moi, je suis de ceux qui se répètent. Manifestement, on est pareil. Vous aussi. Et c'est bien d'avoir cette forme de constance, mais je vais vous faire exactement la même réponse que je vous ai formulée à plusieurs reprises. Je ne crois pas que le nom Le Pen soit pénalisant. Nous travaillons aujourd'hui avec Marine main dans la main. Elle m'apporte une expérience certaine. J'essaie d'apporter avec la fougue de mes 30 ans une énergie, une sensibilité, un regard, mais nous travaillons évidemment main dans la main et je souhaite qu'elle puisse se présenter à l'élection présidentielle. Il y a eu un petit changement de votre côté, c'est-à-dire, moi je crois avoir senti et entendu un certain nombre de changements. Aujourd'hui, vous dites, mais au fond, si Marine Le Pen ne parvient pas en procès, en appel, à passer cette barrière, eh bien, vous êtes candidat et vous pouvez gagner aussi bien qu'elle. Est-ce que c'est pas une façon d'ouvrir la voie? C'est une façon de dire et de rappeler que, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, et même si une décision de justice, aussi scandaleuse soit-elle, venait à priver des millions et des millions de Français de leur candidate à l'élection présidentielle, et encore une fois, je me battrai à ses côtés pour qu'elle puisse prouver son innocence au début de l'année, nous serons là quoi qu'il arrive. Vous et êtes nous gagnerons cette élection présidentielle. Vous êtes tous les deux candidats à égalité des chances? Égalité des chances, ça veut dire quoi, monsieur Rochebin? C'est très bien ce que ça veut dire. Elle est notre égalité des chances candidate pour gagner. naturelle. Je suis candidat au poste de chef de gouvernement. Nous serons là, quoi qu'il arrive. Et je n'ai pas pour habitude de me lancer dans une bataille électorale pour la perdre. L'intérêt du pays exige le rassemblement. Et d'ici à l'élection présidentielle, je travaillerai personnellement, quel que soit mon rôle, à créer les conditions du rassemblement le plus large possible. Parce que je crois qu'il peut exister dans le pays une majorité pour défendre la France, pour rétablir la sécurité, pour déclarer la paix fiscale, pour redonner des libertés aux entreprises, pour augmenter le pouvoir d'achat, pour redresser l'école sur tous ces grands chantiers de bon sens. Je crois qu'une majorité de Français considère qu'un changement est nécessaire. La politique passe très bien par des choses très superficielles. Vous savez comme moi, cette émission de télévision où vous êtes fait mettre en boîte par Roselyne Bachelot. Voilà. Mais je veux dire, monsieur Rochebin, vous pouvez reprendre les montages de la France Insoumise qui ont été faits par des militants de gauche. Mais voyez bien à quel point la période est malhonnête. Voyez bien à quel point, avec un montage, on peut faire dire tout et n'importe quoi à quelqu'un. Je me suis retrouvé sur un plateau de télévision du service public, sous les moqueries d'un certain nombre d'observateurs qui étaient présents sur le plateau, qui n'avaient pas jugé utile de me répondre sur le fond de mes arguments et qui préféraient Vous savez bien que c'est le jeu de dans rire. ce genre d'émission. Bon. C'est le jeu partout. C'est le jeu, monsieur Rochebin. Vous êtes mais armé. je sais que je joue à un jeu où les règles sont plus dures pour moi qu'elles ne le sont pour les autres. Et la réalité, c'est quand on n'a plus rien à me reprocher sur le fond, quand on n'a plus rien à contester sur mes idées, eh bien, on essaye de dézinguer la personne. Et c'est sans doute à quoi je serai confronté dans les prochains mois. J'y suis prêt, franchement. Et je rassure mes adversaires, je suis extrêmement solide. Est-ce que vous vous êtes dit, merde, j'aurais dû penser à répondre ceci ou cela? Mais pas du tout, mais j'ai répondu, monsieur Rochebin. Si vous voulez, vous êtes dans une émission de télé qui est une émission de divertissement dans laquelle on utilise parfois des tons un petit peu légers. Je veux dire, je ne comprends pas ce qu'on me reproche. Non mais il n'y a rien de grave. Objectivement, il n'y a rien de grave. Mais vous savez comment est faite la politique. C'est le point d'appui pour certains de dire... C'est pas de la politique, monsieur Rochebin. Ça fait partie. Les coups bas et les coups hauts, ça c'est la vie politique. C'est qu'on essaye, si vous voulez, de découper de manière malhonnête, comme on le fera très certainement pour cette émission. Parce que on va rien couper. Moi, vous voyez, je ne demande rien d'autre. Qu'est-ce que vous racontez? Pourquoi on couperait? Mes opposants découperont des extraits de cette émission, ils feront des montages, et puis ils chercheront à dézinguer. Sur les réseaux sociaux. Si vous voulez... Si je suis attaqué, monsieur Rochebin, c'est parce qu'on est donné gagnant. Et voilà, c'est aussi la rançon de, je ne vais pas dire du succès, mais en tout cas de ces sondages, parce que la place de numéro 1 ou de numéro 1 bis en politique, c'est peut-être la plus périlleuse. Les attaques contre vous, effectivement, quand ici, liées à vos activités au Parlement européen, certains vous reprochent d'avoir employé le service d'un coach financé par les fonds du Parlement européen. Vous dites vous contestez absolument. Totalement. Voilà, j'ai compris, vous contestez absolument. Mais il faut bien comprendre qu'ici, le Parlement européen vous donne des budgets qui sont des budgets pour faire de la communication. Donc tout a été évidemment fait dans les règles, validé par le Parlement européen. Et la somme qui est mentionnée en l'occurrence concernait aussi plusieurs députés européens, puisqu'effectivement on a suivi
suivi des formations, enfin un certain nombre de parlementaires de mon groupe ont suivi des formations, donc le Parlement a tous les documents, il n'y a absolument aucune difficulté. On verra bien, pardon. C'est étrange quand même que ce type de reproche, c'est étrange, monsieur Rochebin, que ce type de reproche arrive quelques jours après des sondages où nous sommes donnés gagnants à l'élection présidentielle. Ça veut dire qu'on veut votre peau ? Ça veut dire qu'on veut votre peau ? Je pense que oui, je pense que mes adversaires politiques sont prêts à tout. Voilà, contre moi, tous les coups sont permis. Vous pensez que de la même façon je pense qu'il y a Marine aussi Le Pen risque d'être empêchée, définitivement, certains pensent ou rêvent de vous empêcher ? Vous n'êtes pas naïf, monsieur Rochebin, quand même, vous avez de l'expérience de la vie politique. La politique est devenue un chemin de croix, c'est pas pour rien que personne n'a envie d'en faire en première ligne aujourd'hui et qu'on est très peu nombreux à vouloir assumer le sacrifice et les responsabilités qui vont avec. Mais je rassure mes adversaires, j'ai le cuir solide et je repense à cette phrase du général de Gaulle dans un livre remarquable qui s'appelle Le fil de l'épée, le caractère et la vertu des temps difficiles. Derrière ça, encore une fois, c'est des choses très légères, ça n'a aucune importance. Dans un moment, on n'en parlera peut-être plus, mais derrière ça, il y a la fameuse accusation de coquille vide, c'est-à-dire vos adversaires qui disaient en substance c'est un facho masqué, disent plutôt maintenant il est bête. Voilà. C'est un peu là. D'abord, qu'est-ce qui est le plus flatteur d'après vous ? Pourquoi est-ce que je leur fais si peur alors ? Si mon discours est creux, alors ils ne devraient pas avoir à s'inquiéter. Je pense qu'il y a aussi une forme de mépris social de la part de beaucoup de gens qui considèrent que parce que je n'ai pas fait les grandes écoles, je devrais rester à ma place. Vous voyez, qui considèrent que parce que je n'ai pas été ministre avant, je ne devrais pas pouvoir défendre mes compatriotes. Donc, je pense qu'il y a derrière ces accusations, derrière cette médisance qui ne vise pas mes idées mais qui me vise encore une fois personnellement, une forme de mépris social. Et vous savez, je pense que quand les Français voient ces attaques personnelles qui me sont faites sur le fait que je serais inculte, mal formé, etc., en réalité, je dis aux Français, c'est vous qui le méprisez. Et ce sont des millions de Français qui n'ont pas fait les grandes écoles et qui ont aussi très bien réussi. Vous voyez, qui ont monté des entreprises, qui ont monté des industries. On peut ne pas avoir de diplôme et avoir créé les plus grandes entreprises au monde. C'est le cas de beaucoup de chefs d'entreprise. Quels exemples vous vient à l'étranger ? On citait souvent Reagan, il y a des personnages comme ça. Quels exemples vous vient à l'étranger ou en France ? Vous avez des gens qui se sont construits eux-mêmes. Vous avez des grands patrons français. Je pense par exemple à Xavier Niel. Vous voyez, qui s'est construit tout seul, qui a grandi en banlieue et qui est aujourd'hui l'un des plus grands patrons de l'économie française, à la tête d'un grand groupe. Donc, je veux dire, on a le droit de ne pas avoir fait les grandes écoles et on a le droit, à l'inverse, de défendre ses compatriotes. Moi, vous voyez, je me sens lié à la vie de millions de Français parce que j'ai grandi dans une cité modeste, que mes parents m'ont élevé avec des moyens modestes et je conteste totalement les reproches qui me sont faits par mes opposants. L'expérience, c'est un fait objectif. Encore une fois, il y a des gens qui ont plein d'expérience et qui ont fait n'importe quoi. On l'a vu, les comptes de la France. Oui, je crois qu'on l'a assez vu ces dernières années, monsieur Rochebin. L'expérience, c'est effectivement un fait objectif. On en a ou on n'en a pas. Même Emmanuel Macron avait été ministre, quand même de très grands ministères. On a vu les résultats. Quoi qu'il en soit, est-ce que 1200 milliards d'euros de dettes supplémentaires, mais vous déficit commercial record, insécurité qui explose, c'est vrai que l'expérience lui a servi. En termes d'exécutif, vous n'avez pas eu du tout d'expérience, d'exécutif, de pouvoir, même de pouvoir sur une mairie, une entreprise, etc. Vous êtes, vous êtes un apparatchik. Voilà. Monsieur Rochebin, il y a des apparatchiks qui ont fait de très belles carrières. Pardon. Je suis président du premier parti de France. Je le suis depuis l'âge de 26 ans. Je suis député dans cette maison, le Parlement européen, parlementaire depuis l'âge de 23 ans. J'ai été élu pour la première fois dans un mandat local, en tout cas régional, à l'âge de 19 ans. Donc je n'ai pas honte, dans le cadre d'une préparation à une mission importante en politique, qui est celle de chef de gouvernement, d'avoir exercé des responsabilités politiques à plus modeste niveau. Je n'ai pas honte de cela. Et encore une fois, les leçons, si vous voulez, de gens qui se prétendent comme des experts et qui ont tout raté dans notre pays et qui ont mis mon pays, la France, au bord d'une situation de ruine économique et de faillite budgétaire, franchement, je m'en passe. Donc, qu'est-ce qui vous a tanné le cuir, Jordan Bardella ? Vous savez très bien, après on peut passer au sujet suivant, mais beaucoup tournent autour de ça. C'est 30 ans, quand même, le pouvoir, la France, c'est la 7e puissance économique de la Terre. Mitterrand disait, il faut avoir souffert. Alors, il avait eu l'affaire de l'Observatoire, enfin, tous n'ont pas souffert, mais beaucoup de ceux qui ont accédé à la fonction suprême ont pris des coups, donné des coups, ont eu des cicatrices. On a l'impression souvent dans votre biographie, elle est connue, voilà, 16 ans, vous entrez au FN, la première élection, etc. Mais on a la peine à voir des moments où vous avez vraiment souffert, ou au contraire, éprouvé quelque chose de fort, là où vous êtes tanné le cuir. Donnez-nous un exemple.
Je peux vous laisser ma place pendant quelques jours, monsieur Rochebin. Je mélange vous pas, me direz si c'est simple. Je ne fais pas la leçon, Ensuite, je vous pose la question. un petit peu, vous êtes dit, un petit peu quand même. Je vous pose des questions, mais... Jean Bardella. Un moment où, voilà, où vraiment vous avez eu le cuir tanné. Mais monsieur Rochebin, je ne vais pas m'inventer 40 ans de vie politique. Vous voyez, donc j'ai 30 ans. Si tout se passe bien, j'en aurai 40 dans 10 ans et je n'y pourrai rien. Mais ce que je note, et je le note de la part de mes adversaires et de mes détracteurs aussi, quand un maire de New York est élu à l'âge de 34 ans, toute la gauche applaudit. Quand un Premier ministre français est nommé à l'âge de 33 ans, toute la droite applaudit. Quand c'est le Rassemblement national, ça fait tiquer les observateurs. Je note ce deux poids, deux mesures. Vous regardez, franchement, Jean Bardella, vous regardez dans ce que faisait Napoléon à 30 ans. Je ne sais pas ce qu'il faisait, Napoléon. Il avait déjà conquis l'Italie, me semble-t-il. Mais Napoléon, à qui d'ailleurs on reprochait... Vous voyez que vous avez regardé. Napoléon, j'aime beaucoup Napoléon. Napoléon, à qui d'ailleurs on reprochait son jeune âge, disait souvent, et je fais mienne cette phrase, on grandit vite sur le champ de bataille. Et j'en arrive, disait-il. Jordan Bardella, est-ce que Nicolas Sarkozy sera votre coach ? Non, il ne sera pas mon coach et je ne crois pas que c'est son souhait, mais je respecte... Il y a quelque chose de ça. Quand on voit les dernières déclarations sur vous... Je respecte le président Sarkozy. Il dit en gros, vous êtes un jeune gars du RPR. Sa thèse, c'est, voilà, vous n'êtes pas si différent idéologiquement d'un Chirac, d'un Pasqua à l'époque. Vous êtes un jeune gars du RPR ? Je pense être un homme de mon temps et de ma génération. Ouais. Chateaubriand disait, pour être... l'homme de son pays, il faut être l'homme de son temps. J'essaie d'être l'homme de mon temps, je suis l'homme de ma génération, donc j'évite de m'inscrire en comparatif ou en comparaison avec ce qui a pu être le RPR par le passé. Mais ce qui est certain, c'est que le président Sarkozy, pour qui j'ai du respect, est celui qui a emmené la droite au pouvoir en 2007, quoi qu'on en dise, et qui a fait cette jonction entre les classes populaires, les classes moyennes et une partie de l'élite entrepreneuriale. Or, moi, j'ai aussi envie de m'adresser à cette élite entrepreneuriale, à ces déçus de la droite, à ces gens qui ne se reconnaissent plus, à ce peuple de droite qui ne se reconnaît plus aujourd'hui dans le macronisme et avec qui il faut travailler, bien sûr. Le fameux chaînon manquant qui vous manque jusqu'à présent entre la droite nationaliste et la droite plus convenable, entre guillemets. Très longtemps, voilà, vous nous citez toujours Bellamy, qui est là, et très sympathique pour vous, sans doute, Bellamy, mais... Pas très loin d'ailleurs. Voilà, il pèse pas autant que Nicolas Sarkozy. Est-ce que Sarkozy peut être, dans votre stratégie, le pont qui fera le lien, en quelque sorte, pour aller capter un certain nombre d'électeurs Moi, je ne demande rien, mais... encore une fois, il a été... moi, j'ai des principes. Donc, je me les applique, mais je les applique aussi à mes adversaires politiques. Lorsque quelqu'un qui a été président de la République est mis en prison avec une exécution provisoire que je conteste à titre personnel parce que je considère qu'elle fait fi du double degré de juridiction et que l'exécution provisoire s'est appliquée pour Nicolas Sarkozy parce qu'il était Nicolas Sarkozy. Donc, je veux dire, je ne peux pas m'empêcher, lorsque on a des principes, eh bien, de les appliquer aussi à mes adversaires. Quand je vois, avant même le caractère définitif de la peine, et d'ailleurs le fait qu'il ait été remis en liberté démontre que l'exécution provisoire ne s'appliquait pas. Lorsque on fait fi du calendrier théorique qui veut que la Légion d'honneur soit retirée une fois que la condamnation est définitive et qu'on décide avant même cela de lui retirer cette Légion d'honneur, alors même que c'est aussi l'homme d'HB, de Human Bomb, qui est rentré dans une école à Neuilly dans les années 90 pour sauver des enfants d'une prise d'otage, eh bien, oui, ça me gêne et je le dis. Voilà, donc quand j'ai quelque chose à dire, je le dis, même si ça concerne Nicolas Sarkozy et que ça peut paraître comme quelque chose de bienveillant à son égard. Et encore une fois, je peux avoir des désaccords avec Nicolas Sarkozy, mais respecter l'homme qui traverse des épreuves qui sont difficiles et qui nécessitent une énergie certaine, et il a cette énergie certaine. Vous dites qu'il a souffert d'une injustice. Vous, président, est-ce que vous pourriez le gracier ? Mais la question ne se pose pas, puisque au moment où on se parle, je ne suis pas candidat à l'élection présidentielle. La question ne se pose pas. Et vous savez qu'une grâce, d'ailleurs, s'applique lorsqu'une peine est définitive. Donc, je veux dire, je n'ai pas vocation... Oui, monsieur Rochebin... Vous évitez un peu la question. Non. Est-ce que vous le gracieriez ? Si vous étiez un jour en position de le faire, vous dites, il est victime d'une injustice. Si un jour vous êtes en position de le faire, est-ce que vous le gracieriez ? Monsieur Rochebin, il a fait appel de la décision. Oui. Donc, je ne vais pas vous répondre, sachant qu'une procédure de justice est en cours et que, en l'occurrence, il est... Au moment où on se parle, question sensible, donc vous l'évitez un peu. Vous évitez un peu. Je l'évite pas, je vous ai répondu. C'est très important, évidemment. C'est pas courant que l'ancien président... Et vous l'avez dit vous-même, est-ce que vous prononceriez ou non la grâce pour lui ? Mais je viens de vous répondre, monsieur Rochebin. Mais je vous ai répondu. Je veux dire, je ne peux pas me prononcer. Mais sur quelle peine ? Puisque la peine n'est pas définitive. Donc sur quelle peine ? Vous avez dit qu'il est victime d'une injustice. Donc s'il est victime d'une injustice, ça veut donc dire qu'il va gagner en appel.
Ah, mais ça, vous savez comme moi que la justice est la justice. Donc vous me Après, demandez de me mettre dans une non, vous évitez la configuration qui question. n'existe pas. Non, Est-ce que vous... j'essaie d'être respectueux du calendrier judiciaire et de l'état de droit. Madame Le Pen est victime d'injustice de votre point de vue, ça je crois qu'il n'y a aucun doute là-dessus, mais vous savez très bien, vous l'avez dit vous-même, qu'il y a un doute sur la justice, chacun est libre de son jugement à ce sujet-là. Est-ce que vous Sur pourriez... certaines décisions de justice, Est-ce soyons que vous précis. pourriez gracier de la même manière Madame Le Pen si vous étiez président? Mais non, puisqu'elle gagnera son procès en appel. Vous fuyez encore. Deuxième fuite. bah, J'ai une très bien. conviction, vous savez qu'un jugement se fonde aussi sur une conviction. Et je ne vais pas me mettre dans une configuration de m'exprimer, sachant que ma conviction en vient à son innocence. Jordan Bardella, aujourd'hui, quand on parle d'union des droites, est-ce que les choses sont en train de bouger? Nicolas Sarkozy, encore lui, quand il dit le front anti-RN a vécu. Il fait état de la conversation qu'il a eue au téléphone avec Marine Le Pen. Ça, c'est la théorie, mais en pratique, c'est-à-dire le début d'une forme de rapprochement avec la droite, ce sera quoi? Vous êtes ici à quelques mètres de l'hémicycle du Parlement européen. Nous travaillons à faire bouger les lignes et je travaille personnellement à faire bouger les lignes parce que je ne veux pas et je ne voudrais jamais que des électorats qui partagent l'essentiel, mais qui se tiennent à distance parce que des sensibilités sont différentes, ne se parlent C'est en jamais. France, ça va se faire. C'est pas ici avec les, je sais pas quoi, avec les députés danois que vous allez faire l'union des droites. Pour être Vous savez, il y a des président de la République. députés français de LR ici, et nous Qui avons ça à plusieurs reprises, on parle Oui, mais de Monsieur j'ai compris. Bellamy, on parle de Mais Madame qui est Morano, prêt qui sont des gens respectables et des gens très talentueux. Et je veux dire que lorsqu'il y a des textes qui vont dans l'intérêt de nos compatriotes, par exemple, il y a quelques semaines, on a voté ensemble la directive Omnibus. C'est un peu technique, mais c'est de la simplification de normes pour les boîtes françaises, parce que moi je pense que les entreprises françaises sont en train de mourir de cette paperasse administrative. Mais pardon, est-ce que les barons sont prêts? Les barons, Retailleau, Wauquiez. Nous avons travaillé ensemble, main dans la main. Donc vous avez des exemples concrets. Je pense que cette union ne passera pas par les appareils politiques. En revanche, moi j'ai envie d'aller parler à ce peuple de droite qui ne se reconnaît pas dans Emmanuel Macron, qui ne veut pas voir Édouard Philippe devenir président de la République et qui est extrêmement soucieux de ce que va devenir la France, son identité, sa sécurité, sa liberté et son indépendance. Et à ce peuple de droite-là, moi j'ai envie de dire travaillons ensemble, créons des ponts, parce qu'on est d'accord sur l'essentiel et dans l'intérêt du pays, nous devons, en vue de la prochaine élection présidentielle, nous rassembler. Vous, président, ou vous, Premier ministre, puisqu'on comprend bien que les deux hypothèses existent à vos yeux, est-ce que vous proposez des ministères à la droite classique, à la droite LR? Il n'est pas interdit de le penser, et encore une fois, ça dépend à qui. Il y a au sein des Républicains des patriotes sincères, et ces patriotes sincères-là, eh bien, moi je leur tends la main, et je souhaite que demain, dans le cadre d'un gouvernement qui soit un gouvernement d'union nationale, ils puissent travailler aux côtés de l'UDR, d'Éric Ciotti, et venir dans cette démarche d'union et de rassemblement. Mais je vous rappelle... Oui. Les grands barons. Pardon. Est-ce que vous imaginez, soyons très concrets, est-ce que vous imaginez un jour un gouvernement dans lequel siège à vos côtés un Retailleau, un Wauquiez, par exemple? Wauquiez, je pense que c'est peine perdue, très honnêtement. Pourquoi? Parce que, je veux dire, il vient de voter là avec les socialistes et avec les macronistes. Ah, tout change, vous savez comme moi. Un budget, non, mais tout change, mais moi je ne change pas. Vous voyez, moi mes convictions, elles changent pas. Eux, leurs convictions changent, pas les miennes. Et c'est bien le problème. Là pour vous. Et la différence entre Monsieur Wauquiez et moi, c'est sans doute la sincérité. Vous voyez, parce que monsieur Wauquiez, qui vote avec la gauche l'augmentation de la CSG, qui va fragiliser les petits épargnants, qui vote avec la gauche un budget qui va augmenter les taxes sur les mutuelles et donc augmenter les contrats de mutuelles et pénaliser notamment les personnes âgées. Sur l'impôt sur la fortune improductive, donc vous ne pouvez pas donner de leçons à ce droit-là. Pardon, mais vous mélangez les choses. Pardon, je n'ai pas voté le budget de la sécurité sociale. Donc vous pouvez sortir sur les milliers de textes. Pardon, vous pouvez sortir sur les milliers de textes. Une mesure, deux mesures. Elle est grosse, celle-là. Non. On va rentrer dans l'intimité du sujet. Moi, je suis opposé et je me suis opposé à l'augmentation de la fiscalité sur les épargnants et notamment l'augmentation de la CSG qui va provoquer une augmentation de la flat tax. Mais vous savez comme moi, et c'est la raison pour laquelle nous demandions une dissolution, que lorsqu'un parlementaire est dans l'opposition, il n'a pas le droit de créer une charge fiscale. Donc, lorsque vous obtenez une baisse d'impôts, et on avait obtenu notamment un abattement d'1,3 million sur la résidence principale, eh bien, vous êtes contraint d'aller chercher l'argent ailleurs. Mais ça n'est pas notre budget. Et encore une fois, le budget de la sécurité sociale, nous ne l'avons pas voté. Et M. Wauquiez a fait le choix avec les macronistes et avec les socialistes de le voter. Mais il n'est pas interdit de penser, encore une fois, qu'il y ait chez les Républicains des patriotes sincères avec qui nous avons vocation demain et après-demain à travailler. Lorsqu'il y a eu la dissolution
ma première démarche a été de prendre mon téléphone et d'appeler le patron des Républicains, M. Ciotti, et de proposer à Éric de travailler ensemble une coalition, une alliance de gouvernement à laquelle il a répondu favorablement. Donc les lignes sont en train de bouger. De la même façon, est-ce qu'avec Retailleau, vous pouvez me mettre autour d'une table et dire « travaillons » ? J'aurais aimé le faire ces derniers mois, mais le problème de M. Retailleau est qu'il a consenti à être ministre d'Emmanuel Macron et à gouverner avec des socialistes pendant un an et demi. Cette hypothèque-là est levée. Vous l'avez constaté, mais il aurait pu partir sur la crise algérienne, M. Retailleau. Il aurait dû, etc. Mais maintenant, et il est parti parce que il n'a pas eu assez de postes dans un gouvernement qui était trusté par des socialistes. Donc, vous voyez, ça abîme sa crédibilité. C'est ça que j'essaie de vous faire comprendre, M. Rochebain. En revanche, chez les électeurs, il y a beaucoup de gens qui sont orphelins d'un programme, d'une incarnation, d'un leader. Beaucoup de ces gens ont pu voter Nicolas Sarkozy, François Fillon, et à cette France-là, j'ai envie de lui dire, venez à nos côtés, travaillons ensemble, parce que dans l'intérêt de la France, nous pouvons gagner l'élection présidentielle pour redresser le pays. Jordan Bardella, le chemin du pouvoir, phénomène Bardella, vous savez, le mot est ambigu, ça veut dire phénomène, et tout le monde le reconnaît. Quel mot vous utilisez ? Je fais campagne de manière permanente. Je veux dire, aujourd'hui, on est donné comme pouvant gagner une élection législative, mais aussi comme pouvant gagner une élection présidentielle. Donc notre responsabilité, c'est de nous préparer. La vôtre, c'est d'observer ces phénomènes, mais voilà, il faut rester humble. La politique, c'est l'école de l'humilité. Est-ce que vous avez changé quand on voit le jeune Bardella qui va voir Jean-Marie Le Pen ? Quel âge avez-vous à ce moment-là ? J'ai dû le rencontrer 2 fois dans ma vie, et en marge d'un meeting, je devais avoir 18 ans. Mais j'ai rejoint le parti lorsque Marine Le Pen était présidente. Il a été le fondateur de votre parti. Qu'est-ce que vous gardez de lui ? Patriotisme. Moi, je l'ai peu connu, à titre personnel. Oui, tout le monde connaît, si j'ose dire, Jean-Marie Le Pen. Non, je parle à titre personnel. On est dans la parti politique et le Front National devenu Rassemblement National, mais lorsque moi je me suis engagé, c'était en 2012, et je l'ai fait pour Marine Le Pen plus que pour le parti politique comme structure, parce que la politique ça s'incarne, et que c'est elle qui m'a donné le goût et l'envie de faire de la politique. Vous dites patriotisme, aujourd'hui il y a toujours ceux qui vous soupçonnent de vous être en quelque sorte un peu limé les dents, c'est-à-dire de vous masquer, de vouloir à tout prix devenir respectable sur les questions migratoires, sur les questions de climat dont on parlait tout à l'heure, de ne pas oser, par exemple, aller aussi loin que Trump. Trump, lui, bouscule tout. Il envoie tout valser. Oui, mais il faut bien comprendre que les États-Unis, ce sont les États-Unis. Ils ont une manière de faire de la politique qui est beaucoup plus virulente, parfois beaucoup plus brutale, beaucoup plus incarnée. La France, c'est différent. Il y a un esprit de modération, il y a un esprit de raison qui est propre à l'imaginaire français, qui est propre aux valeurs françaises et que je revendique. Et c'est pour ça que je pense que les Français attendent pour la prochaine élection présidentielle des vrais débats de fond sur l'avenir du pays, et pas des batailles, des guerres de mots, des guerres de montage. On a besoin de retrouver de la sérénité dans le débat démocratique, et c'est un peu cette élégance que j'essaye de revendiquer dans la manière de faire de la politique et d'exprimer des idées. On va parler 2025 et 2026. Quelques images rapides. Ma collègue Marie va m'amener un iPad et je vais vous montrer quelques images et vous allez pouvoir faire un commentaire. Alors on a beaucoup parlé de lui, mais c'est la prestation de serment de Trump. Sur cette image exactement, là je vous fais demander un petit commentaire sur image, ce que vous retenez de cette image, au-delà de Trump en général. Je vois l'investiture d'un président qu'on aime ou qu'on n'aime pas, à la tête de la première puissance économique mondiale, et voir un petit peu cette diplomatie des bons sentiments qui consiste à refuser le dialogue avec tout le monde au motif qu'on est en désaccord avec la politique que ces dirigeants-là mènent dans leur pays, me paraît être une folie au XXIe siècle. Jean-Luc Mélenchon dit il va falloir s'entendre avec la Russie, vous le pensez ? Trump le dit. Je crois que pour négocier la paix, et l'urgence est de négocier la paix aux portes de l'Europe, il faudra de toute manière se remettre autour d'une table pour discuter, parce qu'encore une fois, c'est pas tout à fait la même chose. Discuter, dialoguer, être capable de mettre sur la table un plan de paix pour l'Ukraine, il faudra de toute manière se remettre autour d'une table pour discuter. Si l'avenir n'est pas dans les armes, il est nécessairement dans le dialogue. Marine Le Pen, elle était l'invitée d'une précédente émission, là c'est sa condamnation, elle disait Dieu existe, et vous ? Je suis un agnostique ami du christianisme. C'est ce que disait Malraux à De Gaulle dans Le chêne qu'on abat. Ouais. Donc vous n'êtes pas sûr, mais vous n'excluez pas. J'assume en tout cas de courtiser des responsabilités dans un pays qui a été façonné par 2000 ans d'histoire chrétienne, et je n'ai pas honte de cela. Le Cornu, est-ce qu'il est en train de réussir ? Est-ce qu'il devient un présidentiable ?
Je ne suis pas journaliste ni électeur du parti d'Emmanuel Macron, donc il faut demander ça aux gens qui votent pour le parti d'Emmanuel Macron. C'est un homme qui a cherché, je crois, un temps le dialogue, mais qui a vendu le pays à un parti, le Parti socialiste, qui a fait 1,44% des voix lors de la dernière élection présidentielle. Donc il y a autour des macronistes aujourd'hui une sorte de syndrome de Stockholm à l'égard du Parti socialiste et de ses lubies idéologiques. On avait beaucoup commenté et débattu de la taxation des très riches, de la taxe Zuckman notamment. Mais je ne peux pas concevoir qu'un parti qui ait fait 1% des voix lors de la dernière élection présidentielle ait aujourd'hui les clés de l'avenir des Français. Vous ne pouvez pas choisir votre adversaire, mais enfin, quel est le plus redoutable pour vous? Le temps. Et au deuxième tour? Le temps qui passe. Au deuxième tour? C'est pas nous qui choisissons. Vous savez, au premier tour, on rassemble son camp, on rassemble sa famille de pensée. Et au deuxième tour, on élimine celui qui représente peut-être un danger pour l'intérêt du pays, pour l'intérêt de la France. Et je crois qu'aujourd'hui, Mélenchon, vous savez très bien que si c'est face à Mélenchon, vous avez un peu plus de chance. Moi, je ne sous-estime personne et je ne sous-estime pas Jean-Luc Mélenchon. Je crois que Jean-Luc Mélenchon est un homme dont je combats toutes les idées politiques, mais qui est extrêmement intelligent sur le plan politique, qui sait, de par sa grande culture et sa connaissance de l'histoire de France, la réécrire à sa manière, mais qui est peut-être celui qui, depuis le 7 octobre 2023, a légitimé le retour d'un antisémitisme d'atmosphère dans notre pays, en érigeant le Hamas et ses terroristes islamistes en résistant. Et il aura l'occasion de vous répondre. Vous avez choisi deux images. Celle-là d'abord. La mairie de Menton. Pourquoi ? Parce que dans quelques mois, quelques semaines maintenant, il y a des élections municipales. Et Menton, par la candidature et par la voix d'Alexandra Masson, qui vient précisément des Républicains, et qui est députée de Menton, et qui est aujourd'hui à la tête d'une liste d'union, de rassemblement, soutenue par le Rassemblement National et par l'UDR, est aujourd'hui très bien placée pour gagner cette mairie. Donc, c'est une femme. Louis Sarkozy, contre le fils de Nicolas Sarkozy. Alexandra est élue depuis très longtemps, si vous me le permettez. Louis Sarkozy est arrivé il y a quelques semaines à Menton. On a vu les images, où père et fils déambulaient pour la campagne. Oui, je les ai vus aussi, mais Alexandra est une femme extrêmement compétente, très proche des Mentonnais, et je lui souhaite de devenir maire. En tout cas, elle a tout mon soutien et toute mon amitié. Matignon. Espérons qu'il y ait des élections anticipées. Parce que si demain il y a des élections anticipées et que nous obtenons une majorité, d'abord nous remettrons et nous ramènerons de la stabilité dans le pays. Mais ça veut dire que l'alternance pourrait ne pas durer 5 ans, mais peut-être 6. Marine Le Pen, qui était notre invitée il y a quelques semaines, disait « Moi, je ne serai pas la première ministre de Jordan Bardella parce que je ne le souhaite pas de l'eau de consolation. » Elle piquait là-dessus. Qu'est-ce qu'elle ferait si vous étiez président de la République ? D'abord, je souhaite qu'elle puisse se présenter. Je redis pour que mes propos ne soient pas mal interprétés. Si la décision de justice devait être contraire à ce que nous souhaitons, nous serons là quoi qu'il arrive. Nous travaillerons ensemble. Vous savez, entre Marine et moi, il y a non seulement une relation d'une très grande confiance, mais il y a de l'amitié, de l'estime mutuelle. Je n'oublie pas ce que je lui dois. Et sans Marine Le Pen, et les Français le savent, je ne serai pas devant vous ce soir, Monsieur Rochemin. Donc, elle décidera. Merci Jordan Bardella. Merci à vous. Qu'est-ce qui vous a appris votre coach ? Vous savez, je vous pose la question, elle n'est pas perfide du tout. Tous les gens qui font de la télévision, moi j'avais appris qu'il fallait ça. Vous voyez, je ne suis pas les conseils. Il fallait s'asseoir un peu en avant sur son siège, ces petites bêtises qui sont censées vous donner de l'assurance. Qu'est-ce qui vous a appris votre coach ? Je ne suis pas très bon élève parce que j'essaie d'être le plus moi-même et le plus spontané possible. Ce qui n'est pas difficile. Ce qui n'a pas appris de choses particulièrement, mais c'est vrai que l'exercice médiatique est un exercice difficile dans lequel il faut savoir éviter les pièges. Ça s'apprend, et dans lequel il faut savoir rester calme. Ça, c'est mon tempérament, c'est mon caractère. Et dans les temps dans les temps difficiles qui viennent, je compte bien le garder, être fidèle à ce que m'ont transmis mes parents et à ce caractère. Qu'est-ce que vous avez appris ? On se rappelle que Mitterrand, Chirac avaient mis beaucoup de temps avant de devenir à l'aise. Ça fait partie. On a bien compris que c'est pas le seul travail, mais enfin, une campagne présidentielle, c'est aussi un travail de cet ordre-là, de faire campagne. Qu'est-ce que vous avez appris, vous, là, pendant cette année absolument hors norme ? Un mot ? On apprend chaque jour de la vie des Français. On apprend chaque jour à être meilleur. Et chaque jour que Dieu fait et chaque jour qui passe, je me prépare. Parce que je suis à mon âge écrasé par le poids des responsabilités et que je fais en réalité, comme je le dis souvent, à 30 ans, ce qu'on fait normalement dans la vie à 50. Donc j'essaie d'être à la hauteur de ces missions qui m'ont été accordées, certaines par Marine Le Pen et puis d'autres dans le cadre de mon mandat par les Français. M'accorder un commentaire personnel ? Je vous en prie.
Il y a ceux qui disent il est bête, il n'est pas bête, etc. Moi, je pense que vous êtes surtout très méfiant. Ce qui me frappe, c'est que je pense que parfois, quand vous évitez une réplique très directe, c'est que vous dites je préfère avoir l'air un peu mécanique que faire une gaffe, parce qu'on ne me la pardonnera pas. Et je suis frappé, et ce n'est ni une qualité ni un défaut. Et beaucoup de gens de pouvoir sont méfiants. Est-ce que vous êtes méfiant? Prudent. Je sais que je pratique une discipline de haut niveau qui s'appelle la politique, où les règles sont plus dures pour moi qu'elles ne le sont pour les autres. Et je sais que chaque silence laissé dans une interview, chaque mot maladroitement prononcé peut avoir des répercussions et des conséquences. Malheureusement, la politique se vit dans l'instant plutôt que de se vivre pour l'histoire, et je le déplore. Donc vous vous méfiez de tous? Et je pense des journalistes en premier, sans vous faire offense, monsieur Rochemarin. Mais je vais vous dire, je pense que faire de la politique il y a 30 ans, c'était peut-être plus doux et plus agréable qu'aujourd'hui. Et c'est difficile de faire de la politique aujourd'hui, parce que les politiques parlent beaucoup en termes d'exposition médiatique, parce que les réseaux sociaux ajoutent une pression supplémentaire, parce que les attentes des Français sont toujours plus grandes, et que nous arriverons, si demain nous arriverons au pouvoir, très certainement sur un champ de ruines face auquel il ne faudra ménager ni son temps ni son énergie. Je suis prêt à ce sacrifice, comme beaucoup de mes amis politiques. Jordan Bardella, merci d'avoir été notre invité. Merci infiniment, monsieur Rochemarin. Merci d'être venu ici au cœur de la démocratie européenne. Merci à vous.